Est-ce qu'il existe un sujet qui touche l'école primaire et qui soit plus clivant que les devoirs? Depuis plusieurs décennies, on entend tout et son contraire à leur sujet et il suffit d'observer ce qui se passe dans plusieurs classes pour ne plus rien y comprendre. Alors, quel type de devoir ai-je le droit de donner à mes élèves? Comment éviter d'en pénaliser certains? Comment rendre les devoirs efficaces et le moins contraignants possible? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, préparez votre stylo et sortez une feuille. Ben non. Eh ben non, parce que les devoirs écrits, c'est interdit pour le premier degré, tout simplement. L'information se trouve sur le site du gouvernement et on peut y lire que oui, on peut donner des devoirs, mais pas sous forme de travail écrit. Et ça a été rappelé dernièrement dans la loi du 8 juillet 2013. Enfin ça, c'est pour les textes. Mais dans les faits, on voit bien qu'entre la théorie et la pratique, il y a parfois un gouffre. Alors pourquoi certains parents se retrouvent encore à devoir faire des exercices de mathématiques avec leur enfant à 19h30 pour le lendemain? Eh bien c'est de leur faute. Et de celle des professeurs. Enfin, vous l'aurez compris, c'est compliqué. Si les règles sont clairement établies, c'est pas pour autant qu'on les applique. Et là, il n'y a pas qu'un seul coupable. Les torts sont partagés. Il faut savoir que du côté des parents, tous ne sont pas d'accord. Si certains voient d'un bon œil les devoirs écrits avec des arguments tels que... Alors moi, les devoirs, je trouve ça tellement stimulant. Puis c'est comme ça que j'ai progressé quand j'étais à l'école, moi. J'ai tellement envie qu'elle réussisse. Et puis, de vous à moi... ça me permet de suivre ce qu'elle fait en classe. Mettez-lui plus de devoirs, hein. Parce qu'en ce moment, il finit ça en 20 minutes. Après, direct, il file jouer en ligne avec les copains sur la console. Non, mettez-lui des exos de maths, je sais pas, par exemple, du vocabulaire d'anglais. Mieux, faites-lui faire des rédactions, mais trouvez-moi de quoi l'occuper jusqu'à l'heure du dîner, s'il vous plaît. Alors que pour d'autres parents, la relation avec les devoirs, c'est plus compliqué. J'arrive pas, les journées sont trop courtes, je rentre du travail. Après, je les cherche à l'école, je fais à manger, ils se douchent. Je les couche, il y a la petite emmenée à la danse, enfin, évidemment pas dans cet ordre, mais je peux pas. Oui, je comprends rien à vos consignes. Et le petit non plus d'ailleurs. Alors forcément, au bout d'un moment, oui, j'avoue, je m'énerve, et puis lui, il pleure. Mais en même temps, je l'ai pas appris comme ça, donc je sais pas comment lui expliquer. Et puis vous croyez vraiment que j'ai les moyens de lui payer un prof particulier? Non. Et là, on touche du doigt une partie du cœur du problème. Oui, indirectement, les devoirs écrits à la maison sont un des facteurs qui accroissent les inégalités. Les élèves qui peuvent être aidés pour les devoirs en tireront des bénéfices. Et les autres pas forcément. C'est un point de vigilance qu'il faudrait toujours garder en tête. Du côté des enseignants, là aussi, c'est sujet à débat. Certains disent que ça ne sert à rien de donner des devoirs, que de toute façon, les élèves ne les font pas, voire que c'est contre-productif. Et à l'opposé, d'autres disent que de ne pas en donner, c'est du nivellement par le bas, ou que c'est pénalisant pour l'arrivée des enfants dans le cycle secondaire. Bref, c'est un sujet qui divise autant que la politique en famille un soir de Noël. Alors que peut-on faire, nous, enseignants, avec les devoirs? Que pouvons-nous demander aux enfants? Concrètement, si les devoirs écrits sont à proscrire, on peut demander aux élèves différents types de travaux qui s'effectuent à l'oral, comme apprendre une poésie par cœur, réviser une leçon, faire une recherche sur un sujet, ou encore faire de la lecture. Pour aller plus loin, une étude parue en 2018 définit les critères qui caractérisent un devoir dit idéal. Ce serait quelque chose pouvant être réalisé sans aide extérieure et sans outils autres que ceux fournis par le professeur, quelque chose d'adapté aux capacités de chacun, qui prend donc en compte la différenciation. Quelque chose de clair et d'explicite qui permet à l'élève de rentrer dans la tâche facilement. Et enfin, pas de pression, le devoir en lui-même ne sera pas évalué. J'ajouterai que les devoirs ne doivent pas durer plus de 20-30 minutes. Mais là aussi, c'est un cas idéal et il est souvent compliqué de tenir compte de tous ces critères. Alors concrètement, que font les élèves à la maison? Plutôt que de donner simplement des leçons à apprendre, on peut tenter de trouver d'autres supports plus ludiques, plus engageants, tout en restant bien évidemment dans le cadre de ce qui est autorisé. Par exemple, dans ma classe, je propose des supports autres qu'une leçon traditionnelle, que j'ai travaillé en amont avec eux. Ça peut être des flashcards, des leçons à manipuler ou encore des jeux à faire à la maison. J'utilise même parfois le support audio, en fournissant des enregistrements à écouter ou des chansons pour mémoriser les tables de multiplication. On peut aussi anticiper l'apprentissage des leçons en donnant des outils ou en faisant de la méthodologie en classe. Comme ça, on apprend aux élèves à apprendre et ça permet de les rendre autonomes face à leur travail. Surtout, ça permet de décharger les parents de cette mission, qui de toute façon n'est pas la leur, et d'éviter de creuser les inégalités. Par exemple, ils copient un poème au crayon à papier et ils le relisent plusieurs fois en gommant des mots à chaque passage. Parfois,
Pour les plus grands, je leur propose de réviser du vocabulaire en anglais avec une vidéo YouTube que j'aurai sélectionnée. Encore une façon de se passer de l'écrit. Vu qu'on ne va pas avoir le temps d'aborder tout ce qui existe, je vous invite à faire des recherches sur le système Leitner, le cahier mémoire de Charivari ou sur le site classenumérique.fr qui, comme son nom l'indique, vous propose un support numérique. Et vu qu'on est sympa, on vous met quelques liens dans la description, comme ça. Pas de devoir écrit pour vous non plus. Bon, le sans écrit, c'est bien joli, mais il reste quelques questions. Déjà, comment on vérifie que les devoirs ont été faits s'il n'y a pas de trace écrite? Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut toujours vérifier? Quand il y a une évaluation sommative, le problème est réglé. Mais c'est chronophage et pas toujours pertinent. On peut aussi mettre en place une courte activité en début de séance, par exemple avec un petit quiz en utilisant Plickers ou QCCam. Ça permet de valoriser ceux qui ont fait des efforts et de les encourager. Deuxième source d'interrogation, comment s'entraîner à faire sans faire? Si tout à l'heure, on a montré comment contourner le problème, il y a des fois où c'est difficile de se passer de l'écrit, comme lorsqu'ils doivent s'entraîner à poser une multiplication. En plus, certains élèves ont envie, ou même besoin de passer par l'écrit, et veulent montrer leur travail. Je leur propose alors un cahier de travail personnel. C'est un cahier qu'ils décorent en début d'année, histoire de développer un peu d'attachement envers cet outil, et dans lequel ils peuvent s'entraîner. Et chaque jour, ils peuvent me demander de jeter un œil à leur travail, soit pour observer leur progrès, soit pour que je puisse leur réexpliquer une leçon mal maîtrisée, et tout ça seulement s'ils en ont envie. Une dernière chose, pour ceux qui, comme moi, ont des élèves de cycle 3, vous savez déjà que dans le secondaire, les devoirs écrits ne sont pas interdits. Lorsque les élèves entrent au collège, la marche est souvent très haute. Comment est-ce qu'on les prépare à ça? En fin de CM2, on peut envisager une forme de tolérance progressive pour s'entraîner au collège. Je vous conseille d'expliquer l'intérêt de la démarche aux élèves et aux familles. En général, ils sont compréhensifs et ça ne leur pose pas de problème. Au final, si la question des devoirs est un sujet aussi sensible, c'est qu'elle cristallise les préoccupations et les inquiétudes de l'ensemble de la communauté éducative. Mais John Hattie, dans sa méta-analyse, nous invite à prendre du recul, car d'après lui, les devoirs influent très peu sur la réussite des élèves de primaire. L'objectif ne serait pas que les élèves deviennent plus performants dans chaque matière, mais qu'ils développent des habitudes de travail et une méthodologie pour la suite de leurs études. Donc pas de panique avec les devoirs. Je pense que l'essentiel, c'est ce qui se passe en classe. Et vous, quel est votre point de vue sur les devoirs? N'hésitez pas à nous partager dans la section commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite sur Atroprof pour de nouveaux tutos. D'ailleurs, en passant, si vous pouviez mettre un petit peu plus de travail le soir écrit pour Oestil, parce que clairement, il a besoin d'être stimulé. Et en classe, il s'ennuie un petit peu. Donc, Pas plus de devoirs. bah si, plus de devoirs. Hein. Non, c'est pas toi qui te les tapes les devoirs le soir. Toi, tu Bah. rentres à 18h, monsieur doit se poser.